Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bienvenue dans cette matinale spéciale. Territoire d'info sera consacré cette première demi-heure à faire le point sur les meetings politiques du week-end. La présidentielle est clairement lancée et pour analyser, décrypter, regarder ce qui s'est passé ce week-end, j'accueille sur ce plateau Pascal Jalabert du Progrès de Lyon. Ça tombe bien, tout s'est pratiquement passé sur Lyon et ses environs. Merci d'être avec nous ce matin. J'accueille Jean-Michel Elvig de la République des Pyrénées, éditorialiste régulier de cette matinale, et puis Jean-Louis Picot également du Parisien Écho. Voilà, bonjour. Merci. Pascal Jalabert, vous êtes également les dernières nouvelles d'Alsace. Aussi, oui. Le groupe EBRA. Voilà, premier à se livrer à l'exercice, c'est à Lyon samedi, c'est Emmanuel Macron, le candidat qui se veut hors clivage, sans nouvelle proposition vraiment, devant près de 16 000 personnes selon ses équipes. Il a été la cible des attaques, on l'attendait sur le travail, il a ciblé Benoît Hamon, surtout son revenu universel, on l'écoute et on revient après sur le débat. Quand je vous parle de défendre le travail, je m'oppose à un projet qui voudrait que la promesse faite à chacune et chacun, ce soit de pouvoir vivre dignement dans une oisiveté subie ou choisie. J'étais il y a quelques semaines, non loin de Lille, à Neulémine. J'ai vu des femmes et des hommes qui ont été bousculés par les grandes transformations des décennies précédentes, qui ont perdu leurs emplois, qui ont connu le chômage, maintenant les minima sociaux. Vous savez, ils ne m'ont pas demandé le revenu universel. Ils l'ont. Ça s'appelle le RSA. Et si on savait le multiplier par 2, j'ose espérer qu'on l'aurait fait depuis longtemps. Alors Pascal Jalabert, je le disais, Emmanuel Macron a été la cible de beaucoup d'attaques de la part des autres candidats. C'est un peu normal, il est perçu comme en tête. On l'attendait sur le travail, on n'a pas été déçu. Il a ciblé Benoît Hamon et ce revenu universel. Très logique, alors on retrouve un peu la même mécanique qu'après la primaire de droite, c'est-à-dire qu'on attaque le vainqueur de la primaire de gauche sur sa mesure la plus clivante, qui est le revenu universel. Manuel Valls avait bien donné le ton entre deux tours, et donc on peut penser que tous les autres candidats, Jean-Luc Mélenchon compris, vont attaquer cette mesure. Je crois que Emmanuel Macron, en effet, il s'est mis en position, et c'est bien normal, hein, c'est l'homme qui monte dans les sondages et qui remplit les salles, d'être attaqué un peu par tout le monde. C'est ce que les autres ont fait, y compris Marine Le Pen, parce qu'il est en train de lui préempter le ni droite ni gauche dont elle avait l'exclusivité jusqu'à maintenant. Alors, vous représentez le Progrès de Lyon sur ce plateau. Il y avait vraiment du monde, 16 000, dit-on, chez ses partisans, 8 000 à l'extérieur. Pourquoi il suscite tant de monde? Pourquoi tant de monde vient écouter Emmanuel Macron? Alors, il faut être prudent avec les chiffres. Hein. Ça, ce sont les chiffres annoncés par il y avait du monde, mais en effet, il y avait du monde à l'extérieur. Donc, ça veut dire que la salle était largement pleine. Je crois qu'il y a un effet curiosité. Il y a un effet jeune aussi. Très clairement, d'après mes confrères qui couvraient le meeting, le public était très, très jeune. Donc, du coup, Emmanuel Macron, aujourd'hui, c'est celui qui suscite la curiosité. Benoît Hamon l'avait un peu fait pendant la primaire et François Fillon aussi. Mais là, on est sur un phénomène beaucoup plus ample puisqu'on couvre tout le spectre du champ politique. Jean-Louis Picot. Moi, sur Macron, que j'ai écouté samedi, j'ai trouvé que ça tournait un peu en rond. Il y a toujours le phénomène populaire, c'est un peu l'homme qui monte. C'est parce qu'il n'y a pas de nouvelles propositions qui sortent. C'est ça. Au niveau du contenu, il n'y avait pas grand-chose de neuf. Donc il faut qu'il fasse attention. Je pense qu'il est temps qu'il déroule son programme. Alors en même temps, il voit les cas Fillon autour de lui, qui plongent parce qu'il y a des affaires, etc. Les autres qui stagnent. Mais je pense que c'est le moment de passer à la vitesse supérieure pour Emmanuel Macron. Après, caricaturer sur Hamon, le candidat du non-travail quelque part. Alors au niveau des primaires, il y avait Montebourg qui était le candidat de la fiche de paye. Au deuxième tour, c'était Valls. Maintenant, c'est Macron. Je pense que c'est un peu caricatural de réduire le discours de Benoît Hamon à ceux qui veulent travailler puis ceux qui veulent pas. C'est pas ça, c'est une nouvelle vision de société qu'il essaye de mettre en avant. Après, je dis pas qu'il a la solution pour autant, Hamon, mais il faut pas non plus tomber dans la caricature. Jean-Michel Elvig.
Oui, je ne crois pas que ce soit tellement une caricature, hein. Il est même en deçà de ce qu'ont pu dire Montebourg, Valls d'une certaine manière, mais même Martinez de la CGT, voire Gérard Filoche ou Mélenchon. Les critiques sur le revenu universel, elles sont pas, c'est pas Macron qui les a inventées. Alors, il avance une comparaison avec le RSA qui peut se discuter techniquement. Le RSA, ça se rapproche plus du revenu décent que défendait Valls sur l'idée de François Chérèque, mais je pense que il tape là, c'est pas où ça fait mal, c'est là où d'une certaine façon le côté un peu irréel et comment dire futuriste du programme de Benoît Hamon s'exprime le mieux. Alors, toujours Emmanuel Macron, il s'en prend à Marine Le Pen, qui prétend parler au nom du peuple. Ça lui plaît pas, on l'écoute. Certains prétendent aujourd'hui parler au nom du peuple, mais ce ne sont que des ventriloques. Ils prêtent aux Français des valeurs qui ne sont pas les leurs. Ils trahissent la liberté en rétrécissant notre horizon. Ils trahissent l'égalité en décrétant que certains sont plus égaux que d'autres. Ils trahissent la fraternité, car ils détestent les visages qui ne leur ressemblent pas. Ils ne parlent pas au nom du peuple, ils parlent au nom de leurs aigreurs. Ils ne parlent pas pour le peuple, ils parlent pour eux-mêmes, de père en fille, de fille en nièce. Jean-Louis Picot, vous avez remarqué qu'il articule les choses, il détache bien ses mots, il se voulait un peu solennel sur cette affaire. Absolument, il s'en prend directement au système Le Pen, de père en fille, de fille en nièce, c'est très clair, et il se présente comme un recours, comme peut-être l'homme providentiel là aussi pour faire barrage au Front National. Ni de droite ni de gauche, ou et de droite et de gauche. C'est aussi dire que tout ce qui a été fait jusque-là face au FN n'a pas marché et que donc ça fait partie de sa valise de propositions de faire barrage au FN. Jean-Michel Elvig. Oui, sa manière de parler quand même est intéressante parce que c'est quand même quelqu'un qui est issu du système, ENA, etc. Mais c'est quelqu'un qui, lorsqu'il parle, je crois que tout le monde comprend, il articule bien et sa critique de Le Pen n'est pas une critique traditionnelle de la gauche et même parfois à droite sur le thème de l'antifascisme, qui est un vieux refrain. Enfin, c'est pas seulement un refrain, c'est une vieille position française, mais c'est pas sur ce registre-là. Il pointe là où ça fait mal et avec des mots que je pense tout le monde peut comprendre. Pascal Jalabert. Oui, c'est la dénonciation de la PME familiale, ce que d'autres ont appelé comme ça. Je pense qu'il tape juste et surtout qu'avec ce discours-là, il peut mobiliser une partie de la gauche qui doute, une partie de la gauche qui se dit, ben oui, Marine Le Pen, il y a quand même un danger après ce qui s'est passé aux États-Unis et avec le Brexit. Donc, il peut élargir un petit peu son socle en faisant ça. Et je crois que Macron, il peut faire venir des abstentionnistes habituels qui n'ont pas voté jusque-là, des jeunes notamment. Ce qui va forcément jouer, je pense que de la participation à cette élection présidentielle dépendra, enfin le score plutôt de Macron dépendra beaucoup de la venue des abstentionnistes sur cette élection. Jean-Michel Elvig, est-ce qu'Emmanuel Macron peut faire plus de propositions ? Est-ce qu'il en a dans sa valise, pour prendre l'expression de Jean-Louis Picot ? Je trouve que c'est à la fois un procès juste et un mauvais procès qui lui est fait. Parce que, en fait, il égrène des éléments de programme au fur et à mesure. Ça, c'est sa défense, il dit ça depuis... Oui, mais c'est, par exemple, prendre un exemple. Dès le départ, il avait dit, par exemple, sur le financement de la protection sociale, il souhaitait que les cotisations des salariés soient transférées vers la CSG, ce qui permettrait d'augmenter la fiche de paye. D'une certaine façon, quand même, c'est pas rien comme proposition. C'est une
C'est une sorte de révolution dans le financement de la protection sociale. Ça se discute beaucoup. On en a très peu discuté. On ne discute que du programme. Mais la critique même du fait qu'on dit qu'il n'a pas de programme établi, est-ce que ça peut peser, jouer ? Je pense qu'il n'a pas tort d'attendre. Et par ailleurs, sur les programmes, enfin, entre parenthèses, donc Marine Le Pen en a fait 144 éléments de proposition, Hollande en a fait 60, Mitterrand en avait fait 110, Bruno Le Maire a fait un programme de 1500 pages. Bon, je crois que les gens sont un peu vaccinés sur les programmes aussi précis et détaillés. Pascal Jalabert. Oui, on peut lui donner quelque part raison d'attendre, puisqu'il ne sait pas trop qui va avoir en face à droite. Benoît Hamon va devoir répondre sur son revenu universel. Moi, j'ai un peu comparé. Alors, le Front National, il est sur ses fondamentaux, très clairement. C'est un programme assez simple qui ne crée pas de surprise. Mais Jean-Luc Mélenchon, c'est pareil. On va y venir après. Voilà, il n'y a pas plus de programme aujourd'hui chez Mélenchon que chez Macron. Et Benoît Hamon et François Fillon, ou le candidat de droite, il va falloir qu'ils complètent quand même. Donc il y a un peu de temps. D'autant plus, pardon, que moi j'étais la semaine dernière au Salon des entrepreneurs à Paris, où j'ai discuté avec beaucoup de chefs d'entreprise. Je peux vous dire que la semaine, elle a été très mauvaise pour Fillon et très bonne pour Macron, parce qu'il y a plein de gens qui se disent... Vous voulez dire, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment, c'est ça, en ce qui concerne Emmanuel Macron ? Oui, je pense qu'en plus, il est dans une position, il ne veut pas trop se mettre en avant, effectivement, parce qu'il sait que s'il se met en avant, ça serait une raison de plus pour se faire tirer dessus tout de suite derrière. Donc sa position d'attente est plutôt une stratégie positive et gagnante pour l'instant. Alors Pascal Jalabert parlait de Benoît Hamon, du revenu universel, sur le thème du travail, l'axe central de sa campagne, avec donc ce revenu universel. On va écouter Benoît Hamon qui répond d'une certaine manière à Emmanuel Macron. On l'écoute. J'étais très frappé quand Emmanuel Macron disait, je vais le citer une fois, qu'il fallait augmenter le temps de travail pour les jeunes et le baisser une fois qu'on était un peu plus vieux. C'est à peu près ça qu'il propose. Mais je veux juste lui dire, ça c'est alors, typiquement la proposition de quelqu'un qui jongle avec les fuseaux horaires, les nouvelles technologies, mais qui ne connaît rien du travail tel qu'il se déploie aujourd'hui dans notre pays. Mais rien du tout. Parce que ce dont on a besoin aujourd'hui quand on est jeune, c'est de disposer des moyens d'articuler sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Parce que quel est celui qui, avec les quelques 100 euros ou 200 ou 300 euros de son travail fait chez Uber, va obtenir un logement ? Qui est celui qui, avec l'absence de contrat de travail, mais ses petits revenus complémentaires, va obtenir un prêt ? Mais tout ceci est complètement à côté de la plaque. La réalité, c'est que si nous devons donner des moyens à des personnes en priorité pour organiser leur vie entre la vie professionnelle et la vie personnelle, ce sont d'abord aux nouvelles générations. Jean-Michel Elvig, c'est intéressant. Vous parliez de la manière différente de parler d'Emmanuel Macron. Là aussi, il y a une manière différente d'exprimer les choses en Oui, avec ce paradoxe, c'est qu'on reproche à Macron de ne pas avoir de programme, et justement, il se fait attaquer sur un élément de programme. Donc, c'est pas... Alors, c'est vrai que entendre Hamon parler de travail, c'est toujours un peu curieux, compte tenu d'une vie professionnel qui de sa part n'a pas été très fourni, mais là c'est juste pour une plaisanterie. Je trouve que le problème de Hamon, c'est que son programme s'appuie beaucoup sur un futur, le futur désirable. Ça ressemble beaucoup au désir d'avenir, mais les propositions intermédiaires et savoir qu'est-ce qu'il fait au lendemain d'une élection, et pour le moment, alors pour le coup, lui aussi, on peut lui reprocher de ne pas être très clair là-dessus. Jean-Louis Picot. Ouais, je suis d'accord là-dessus, sur le fait qu'il a une vision qui est intéressante, je pense, vis-à-vis des jeunes, notamment vis-à-vis du monde du travail, vis-à-vis de l'évolution de l'économie. Et donc, quand il parle, effectivement, et c'est là où la caricature commence, quand il parle du temps de travail, du temps d'activité ou non, c'est pas ça. On sait qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui font du social, qui gagnent de l'argent à faire du social. C'est plus les entreprises font du profit, l'État fait du social, tout ça, ça évolue. Il y a l'autre question qui est l'environnement. On peut développer de l'entrepreneuriat sur la base de l'environnement. Il est moderne tout en développant des thèmes passés, c'est ça ? C'est un peu ça. Il est moderne, il sent les choses, mais il n'a pas forcément la solution. Mais c'est le plus difficile d'avoir la solution. Pascal Jalabert, sur Benoît Hamon. Oui, il fait un peu penser à Ségolène Royal. Hein. Il est dans le diagnostic. Je savais que vous alliez dire ça. Il est dans le diagnostic, il cite des exemples concrets. Mais après, il faut quand même qu'il nous explique comment il va créer de l'emploi, comment il va financer toutes ces mesures. Et c'est là-dessus qu'on va l'attendre à Benoît Hamon. C'est là-dessus. Moi, j'attends de voir demain, face aux députés,
qu'il a quand même bien embêté pendant 3 ans, on va dire. Donc comment vont-ils réagir et qu'est-ce qu'il va leur dire pour leur expliquer qu'il est sérieux, qu'il est capable de tout financer et de recréer du travail. Oui, quand on parle des jeunes, ce qui est invraisemblable, c'est que par exemple, le débat sur la primaire, sur la question des jeunes, du travail des jeunes, la question de la formation n'a pratiquement jamais été abordée. On va parler de l'éducation, mais ce qu'il y a de la formation, c'est comment on fait pour que des jeunes sans qualification ou avec des mauvaises qualifications au regard du marché du travail puissent s'insérer dans la société. C'est une révolution qu'il faut dans la formation permanente tout au long de la vie. C'est ça la vraie révolution, pas le revenu universel. Jean-Louis Picot. Le numérique notamment, qui envahit tout, qui est partout, quel que soit le métier, quelle que soit l'activité. C'est vrai que c'est un enjeu aujourd'hui, non pas pour nos générations, mais pour les générations qui arrivent, parce que c'est ça l'objectif, c'est de savoir comment on fait dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, avec ça. Donc ça veut dire qu'effectivement, il faut de la formation, au plus tôt à l'école, ça commence un petit peu, mais aujourd'hui, les entreprises elles-mêmes inventent des métiers chaque semaine, parce qu'elles sont confrontées à de nouvelles problématiques. Donc c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et c'est là où l'État doit se rapprocher des entreprises pour prendre des mesures. Il veut casser les codes de la présidentielle aussi, Benoît Hamon. Je crois qu'il n'est pas le seul. Alors on va regarder, justement, il ne veut pas être l'homme providentiel, casser ses codes. On l'écoute, on en parle après. Comme je l'ai dit dans toute la primaire, je ne suis pas l'homme providentiel. Pas de chance, hein, pour ceux qui le guettaient, mais je ne le suis pas. Non seulement je ne le suis pas, mais je ne le demande surtout pas. Surtout pas. Parce que je ne crois plus du tout dans cette forme d'immaturité qui consiste à proposer un guide au peuple et à la nation, d'ailleurs dans un rapport assez abstrait aux foules et au peuple, qui vous amène à assumer tranquillement être la solution aux problèmes de tous les Français. Moi je crois dans l'intelligence collective, je crois dans notre capacité collective et démocratique à proposer des solutions et des options, et je rejette absolument ce costume que l'on voudrait me mettre sur les épaules, je le rejette parce qu'il n'est pas bon, parce qu'il n'est pas utile, et parce qu'au bout du compte, je pense qu'il repose sur une tromperie et une imposture. Jean-Michel Elvig, c'est assez nouveau ça. Je ne veux pas être l'homme providentiel. Non, mais il y a un côté prophétique chez lui. Il y a une phrase qui n'est pas dans votre extrait, mais qui était assez amusante. À un moment, il dit si on rêve très fort, tout cela deviendra possible. Enfin, il y a un côté martyr chrétien des catacombes. Enfin, il y a un côté prophétique. Je veux dire, son programme, à bien des égards, a des allures prophétiques. Alors, pour une gauche qui est un peu désenchantée par 5 ans de pouvoir et qui a envie de se réenchanter, ça parle effectivement. C'est la démocratie participative. Oui, moi je crois qu'il y a un peu aussi de lucidité chez Benoît Hamon. Il est bien conscient que il n'a pas un CV, il n'a pas une dimension de président. Les Français aiment bien quand même. Bon, on a eu les Mitterrand, on a eu les Chirac, des CV, des dimensions culturelles. Il est bien conscient que lui, il ne fait pas chef des armées quand on le regarde, il ne fait pas monarque républicain. Donc, il tente autre chose, il dit, attendez, ça a changé, c'est plus la même époque, moi je serai différent, c'est un pari. Il veut démocratiser la politique quand même, Jean-Louis Picot. Oui, c'est plutôt sympathique, il y arrive, il est porté par un élan, il a gagné les primaires il n'y a jamais qu'une semaine, donc il est porté par cet élan, c'est bien. Ça aussi c'est moderne, il faut qu'il fasse attention, parce qu'entre homme non providentiel et président normal, faut qu'il fasse attention à ne pas devenir normal non plus. Merci pour la transition. Normal, oui. Merci pour la transition. Y a-t-il une femme présidentielle et providentielle samedi, après avoir dévoilé 144 engagements à ses assises présidentielles, justement, dimanche, Marine Le Pen a vanté son patriotisme face au totalitarisme économique et religieux. Candidate de la France du peuple face à la droite, de la gauche et du fric. Elle revient sur les fondamentaux frontistes. Un reportage de Quentin Calmet et de Mounir Soussi pour Public Sénat. Coup d'accélérateur dans la campagne de Marine Le Pen. Face à 100 000 personnes selon le FN, la candidate revient aux fondamentaux du discours frontiste, la lutte pour la souveraineté. Un discours pour dénoncer 2 totalitarismes qui, selon elle, menacent nos libertés et notre pays. Ces 2 mondialismes aujourd'hui se font la courte échelle. Le mondialisme financier et affairiste
Dans l'Union européenne, la finance et l'essentiel d'une classe politique domestiquée sont les serviteurs zélés, le mondialisme djihadiste qui porte atteinte à nos intérêts vitaux à l'étranger, mais aussi qui s'implante sur notre territoire national. Face à un auditoire survolté, la candidate défend la priorité nationale, clé de voûte de son programme présenté ce week-end en 144 engagements. Un discours plusieurs fois interrompu par la salle. Moi, ce qui m'a fait vibrer, c'est au nom du peuple, on est français. Ce qu'on retient, c'est surtout que ça n'a pas beaucoup changé depuis 2012. C'est voilà, les Français ont le droit d'être chez eux, les prioritaires. Et bien qu'on nous fasse le reproche, mais dans tous les autres pays, c'est comme ça. Marine Le Pen qui a cherché à désavancer toute critique sur le chiffrage et le sérieux budgétaire de son programme. L'économie, talon d'Achille du Front National déjà en 2012. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de mesures qui nécessitent des financements dans notre projet, mais il faut s'attaquer enfin aux gisements d'économie qui existent réellement dans notre pays. C'est les tabous auxquels ne veulent pas toucher ni la droite ni la gauche. On peut faire des économies en France et redistribuer cet argent sous forme de services publics, sous forme de soutien au pouvoir d'achat de nos compatriotes. Un week-end consacré à la présentation du programme pour éloigner les affaires et les déchirements politiques au sein du parti frontiste et signer ainsi la véritable entrée en campagne de Marine Le Pen. Jean-Louis Picot, là on est dans les fondamentaux frontistes. Oui, c'est vrai qu'on revient au Front National qu'on connaît depuis déjà plusieurs élections. De toute façon, les Français devront choisir entre effectivement des extrêmes, qu'on soit sur la ligne Marine Le Pen ou de l'autre côté sur la ligne Mélenchon, ou sur un profil Fillon, Macron, bon Hamon, mais plus, je dirais, traditionnel, moins extrême. Et là, on revient. On a mis de côté quand même s'il en a parlé un petit peu d'économie, mais c'est vrai que globalement, dans son discours, c'était vraiment la France aux Français d'une certaine façon. Et on s'éloignait d'un discours plus réaliste économiquement qu'on avait senti monter au FN ces derniers temps, qui va revenir parce que de toute façon c'est ça le concret, c'est ça aussi qu'ont envie d'entendre les gens. Très dur sur la mondialisation aussi. Très dur sur la mondialisation, elle a préempté ce thème, sur l'économie, c'est son discours. En effet, c'était un discours très basique, fondamental du Front National qui au fond n'a pas tant changé que ça. Le ressort, ça reste quand même la préférence nationale. Après, sur l'économie, je ne suis pas sûr qu'elle soit si à l'aise que ça, parce qu'à l'intérieur, c'est là qu'on parle souvent de FN du Nord, FN du Sud, c'est vrai qu'il y a une dissension entre ceux qui veulent une vraie politique sociale avec la retraite à 60 ans, un patronat paternaliste, et puis ceux qui sont contre les impôts, contre les fonctionnaires. Sur la fiscalité, ils ne sont toujours pas d'accord. Voilà, ils ne sont toujours pas d'accord entre eux. Et alors, ça, c'est plus compliqué pour elle. Je vais vous demander, Jean-Michel Elvig, de réagir dans un instant à cette phrase qu'a prononcée Marine Le Pen, qui s'est exprimée sur la droite du fric et la gauche du fric. Si vous êtes ici aussi nombreux aujourd'hui, c'est que vous avez compris. Et l'actualité récente en a apporté une démonstration éclatante que contre la droite du fric et la gauche du fric, je suis la candidate de la France du peuple. Voilà une allusion, évidemment, à peine masquée à François Fillon. Oui, bah, quand on connaît l'histoire de la famille Le Pen, ça fait sourire pour le moins. Enfin, c'est quand même pour ce qui est de la. On est en campagne électorale. On est en campagne électorale, mais enfin, c'est pas parce qu'on est en campagne électorale qu'on peut entendre n'importe quoi sans rappeler quand même quelques faits précis sur la vie de la famille Le Pen, sur la fortune de la famille Le Pen. Bon, ça de toute façon, dire ça va pas ébranler ses supporters de la même manière que Trump, qui était un peu la même chose, mais à la puissance 10, ça n'a pas ébranlé les pauvres, les blancs pauvres américains de voter pour lui. Donc, comment les gens perçoivent tout son discours, qui est très difficile d'ailleurs à décomposer, parce que quand on met dans le même sac la mondialisation économique, la mondialisation djihadiste, l'Europe et je ne sais quoi, après il faut 3 heures. Il y a quelqu'un qui disait il faut 10 secondes pour dire une ânerie, et il faut 10 minutes pour la réfuter. Jean-Louis Picot. Moi, je pense qu'elle n'a toujours pas la solution, qu'elle soit au second tour, c'est ce qui se dit depuis déjà un moment. Après,
pour la suite, pour être élu, ça ne suffira pas. Par ailleurs, il y a les législatives qui vont suivre la présidentielle. Le FN a gardé une partie de ses candidatures pour éventuellement des gens, on l'a beaucoup entendu ce week-end, qui pourraient venir d'autres partis parce qu'ils cherchent à recruter plus large que leur base, parce qu'encore une fois, sinon ça ne suffira pas pour gagner les élections. Très vite, on va passer à Marie. Oui, pour moi, elle n'a pas démontré qu'elle pouvait élargir son socle. Alors même si ce socle est plus haut que ce qu'il était, moi je crois qu'elle n'est pas en capacité sur 2 tours d'élargir, que le fameux plafond de verre. Il reste sur la peine de mort, elle a un peu bougé, mais pour des raisons tactiques qui tiennent à l'électorat catholique déçu par Fillon. Alors son grand opposant, c'est Jean-Luc Mélenchon, devant 10 à 12 000 personnes dimanche. Il s'est exprimé lui aussi à Eurexpo à Lyon. Il était par grand écran, on a beaucoup parlé dans la presse par hologramme à Aubervilliers. Alors ses propositions sur la mer, le numérique, etc., on va en parler après. Il s'en prend à Marine Le Pen dans cet extrait et à sa volonté d'appliquer la préférence nationale en matière d'éducation, notamment. On l'écoute. Alors, Madame Le Pen, qui a bien pu vous donner une idée pareille? Et comment avez-vous fait pour la croire et la penser utile? De dire on n'enseignera pas les enfants des étrangers qui sont présents sur notre sol. Qui peut croire qu'une société devient meilleure en augmentant la quantité d'ignorance qu'elle contient? Eh bien, ça n'est qu'une ignorante qui peut le croire. Et j'en vois une preuve dans une autre idée qu'elle a eue qui me paraît aussi farcesque. Elle a dit il faut qu'à l'école, on passe 50% du temps à apprendre le français. 50% du temps, et le reste du temps, on parle en quoi? Est-ce que Madame Le Pen ne sait pas qu'une langue s'apprend en la pratiquant et qu'à l'école, on fait 100% du temps à apprendre du français, dans les mathématiques, dans l'histoire, dans la géographie? Vous voulez confier votre pays à de tels gens? Allons, allons. Alors lequel avez-vous le plus apprécié, son hologramme ou lui-même? Il a fait un joli coup avec cet hologramme, ça change, ça apporte quelque chose, mais il a bien tapé sur Marine Le Pen comme il le fait à chaque fois, tout en sachant que quand même il n'est pas arrivé à la battre sur le terrain politique. Il est allé se présenter contre elle en 2012, il a perdu. Moi j'attendais un peu plus de propositions de Jean-Luc Mélenchon. Il n'est pas entré dans le programme, alors lui aussi, il est un peu revenu en arrière. C'est vrai que cet hologramme avait un côté moderne, magique, un peu irréel. C'est un joli coup de début de campagne. On va dire les dernières nouvelles d'Alsace, c'est Mélenchon inventa la magie politique. Oui, c'est la magie numérique. Ça a bien fonctionné visiblement pour le showbiz, avec nos plus grands artistes des années 70 qui sont revenus sur scène. Attention, Mélenchon qui fasse pas trop années 70 avec son programme. Oui, Michel Elvig. Mélenchon, il a un programme. Il y a un livre qui est le livre des Insoumis, je ne sais plus exactement son titre, où il y a une centaine de pages programmatiques. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune mesure qui a particulièrement imprimé, comme le revenu universel de Hamon, quoi qu'on en pense. Mais quant à l'hologramme, quand même, moi, je trouve ça ridicule. Enfin, je veux dire, c'est inspiré des concerts d'Elvis Presley en hologramme qui avaient été faits dans les années 90-2000. On a fait ça avec Claude François et puis Dalida. C'était des morts, là, c'est des vivants. Mais enfin, il y a un côté quand même gênant, il y a un côté un peu christique, quoi. Et le côté aussi hypertrophie, candidat hypertrophique, où mon projet, c'est moi, quoi. Enfin, il y a quelque chose que je trouve un peu risible et qui, à mon avis, nuit à des arguments qu'il peut développer par ailleurs, comme celui qu'il développe sur l'éducation et qui est tout à fait juste. La forme a oblitéré le fond pour vous aussi, Jean-Louis Picot, ou pas? Non, je pense que Mélenchon, il a un discours, il a un programme, c'est vrai. Là, il était très sur l'environnement, ce qui me semble intéressant aussi. Après, la mer, il en a beaucoup parlé. C'est quelque chose qui parle aux gens. Après, c'est un peu comme Hamon avec le travail, c'est-à-dire est-ce qu'il a la solution à proposer et est-ce que concrètement, dans la vie des gens, il a des éléments qui permettent de les toucher et de les faire percevoir une solution, une issue. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne pour l'instant, de ce point de vue-là. Jean-Michel Elvig, est-ce que Jean-Luc Mélenchon, entre guillemets, peut casser la baraque à gauche? Écoutez,
pour le moment, enfin, je ne veux pas faire un jeu de mots qui soit discourtois à son égard, mais enfin, il casse pas grand-chose. Il est arrivé jusqu'à 14% dans les sondages. Il faut se rappeler qu'il avait fait 11% en 2012, et maintenant, avec Hamon, l'intérêt que suscite Hamon, il est redescendu au-dessous de 10, toujours dans les sondages. Bon, pour le moment, on ne peut pas dire qu'il a cassé. Il ne s'est pas approché de cette fameuse barre des 20%, à partir de laquelle la présence au second tour est envisageable aujourd'hui. Avec votre édito dans la République des Pyrénées, qui est derrière vous. Voilà, intercommunalité, où sont passées les femmes. Il y a aussi un gros titre, où sont passées les femmes. Merci. Et puis, 022, le Parisien Écho. Oui, le Parisien Écho qui parle des food trucks aujourd'hui. Alors, sans transition aucune, c'est un vrai phénomène. Les consommateurs adorent ça. On a dépassé le sandwich frites. Il y a plein de menus possibles. Merci. Voilà. Est-ce que c'est une bonne affaire pour se lancer ? On va vous répondre. Voilà, la bonne affaire, c'est de regarder maintenant ensemble le Zappélisé, le premier zapping politique des matinales d'info. On le regarde ensemble. Je pense que c'est une femme très digne, une mère de famille très respectable, qui manifestement est plus victime d'un dispositif qu'elle ignorait manifestement. La vérité, qui peut la donner? Est-ce que c'est Fillon? Est-ce que c'est les médias? Est-ce que c'est les concurrents? Est-ce que c'est l'opinion? Qu'est-ce qui peut donner? Il n'y a que deux vérités. La vérité, d'abord du droit, c'est la justice. Est-ce qu'il faut qu'il se retire pour que ça ne rejaillisse pas sur la totalité de la classe politique française? Les Français pensent, et je pense comme eux, qu'il n'a pas d'autre solution que celle-là pour retrouver un débat qui soit à la hauteur. Comment on fait si on est pollué par cette affaire Fillon en permanence? Donc je pense qu'il est plutôt sain qu'il suive les conseils de beaucoup de ses amis et qu'il se retire. Aujourd'hui, ce qui s'installe dans notre pays, c'est une lèpre démocratique. C'est la défiance, mes amis. Plutôt que de vous contenter d'un plan B qui sera forcément un consensus mou obtenu entre les différents grands courants contradictoires des Républicains, tournez-vous vers le plan M, le plan Marine, puisque vous avez là une candidate qui va répondre de toute façon à toutes vos attentes. Anne-Lémine, j'ai vu des femmes et des hommes. Vous savez, ils ne m'ont pas demandé le revenu universel. Ils l'ont. Ça s'appelle le RSA. On les voit, les jeunes guépards, les créatures du système que une habile manipulation transforme soudain, par la grâce peut-être. Emmanuel Macron, c'est le culte de la personnalité. C'est, comme il le dit, le guide. Je lui trouve un talent extraordinaire de télévangéliste. Et vous êtes, me dit-on, 8000 personnes dehors. Une autre salle. 4000 selon la police. Vous pourrez dire, j'étais là. Au premier plan, Christiane Taubira, figure de la gauche, un soutien de poids pour Benoît Hamon. Arnaud Montebourg et Vincent Peillon sont aussi là. Parmi les absents, Manuel Valls. Et vous, Ségolène Royal, vous n'y êtes pas. Pourquoi? Parce que je suis avec vous. Mais si. Non, c'est pas suffisant. Mais si, je suis avec vous. D'abord, il ne me l'a pas demandé. Notre contre-modèle, c'est aussi Emmanuel Macron, qui, évidemment, il paraît qu'il est là, d'ailleurs, en ce moment même. Il fait comme Mélenchon, partout où on passe, il vient. C'est son côté Macronchon. Pour que l'illusion soit parfaite, tout est calé au millimètre. À Lyon, Jean-Luc Mélenchon dispose d'un espace de 4 mètres carrés, pas plus, pour se déplacer, sous peine de disparaître, comme ici son bras. Notre temps est venu et notre volonté est en marche. Vive la République! Vive la France! Alors où suis-je? À Lyon et maintenant à Paris. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, et l'invité politique ce matin de Territoire d'info sur Public Sénat avec Sud Radio et la presse quotidienne régionale, c'est Ramayad. Bonjour Ramayad, vous êtes candidate à l'élection présidentielle. Merci d'être présente sur ce plateau pour vous interroger. À mes côtés ce matin, Christophe Bordet, le rédacteur en chef de Sud Radio. Bonjour Christophe. Et Gilles Leclerc pour Public Sénat. Merci d'être là Gilles, bonjour. Ramayad, François Fillon doit s'expliquer aujourd'hui, probablement lors d'une interview sur l'affaire, dite l'affaire de l'emploi fictif de son épouse Pénélope. Vous connaissez bien François Fillon, vous avez été sa ministre. Qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller ce matin? Je le connais, pour autant qu'on puisse connaître François Fillon. C'est un homme assez c'est toute une question, ça. Je n'ai rien à lui conseiller de particulier. C'est à lui de tirer les conséquences
pas pour lui, mais pour sa famille politique. Voilà une affaire... Vous voulez dire il faut qu'il parte, selon vous? Écoutez, il n'a pas beaucoup de solutions, où il va traîner cette campagne comme un chemin de croix. Lui qui avait été quasiment intronisé président de la République après sa victoire extraordinaire à la primaire, ou bien... vous n'y croyez plus, vous faites partie de ceux qui n'y croient plus. Ah, moi, je vous assure que je traverse le pays de long en large et en travers, et les réactions de la droite, précisément, sont extraordinairement violentes. Il y a une déception très forte par rapport à ceux qui en attendaient quelque chose. Ils sont tombés de très haut, les Français, alors que, au fond, ce n'est même pas une question d'hommes, de personnes, mais c'est un système qui est en train de s'écrouler. C'est un monde finissant. Vous lui dites, retirez-vous? Moi, je pense qu'il n'a pas le choix aujourd'hui. Pour sa famille politique, pour la démocratie française, je ne vois pas dans quelles conditions il peut continuer. Ramayad, quand même, est-ce que Fillon n'est pas victime, au bout d'un certain temps, là ça fait 2 semaines que ça dure, est-ce qu'il n'est pas victime, comme c'était inscrit sur les tracts distribués par les militants sur les marchés ce week-end, d'une chasse à l'homme? Est-ce que ça ne suffit pas? On ne peut pas dire que François Fillon est victime de quoi que ce soit. Ce que je note, c'est qu'il ne comprend pas ce qu'on lui reproche. Il pense à la légalité de son dispositif. Le problème pour les Français, ce n'est pas la légalité, c'est l'éthique. La difficulté pour lui est politique aussi. Comment invoquer la rigueur morale, en faire un mur porteur de sa campagne, demander aux Français des sacrifices. Si par exemple il reconnaissait ses erreurs, on parle d'une interview à venir ce soir, etc. S'il reconnaissait ses erreurs, est-ce que quelque part ça lui permettrait de continuer? Le problème, c'est que jusqu'à présent, il ne reconnaît rien. Il s'accroche à la légalité d'un dispositif que les Français condamnent pour des raisons éthiques. Et pour l'instant, ce que je note, c'est que les 2 murs porteurs de sa campagne, la probité, la rigueur morale, et de l'autre, la détermination à faire des sacrifices aux Français, sont complètement ébranlés. Sur quoi va-t-il faire campagne demain? Sur quoi va-t-il convaincre les Français? Les 500 000 euros de ces emplois-là répondent aux 500 000 fonctionnaires dont il demande la suppression. C'est une véritable tragédie personnelle et pour sa famille politique. Vous dites il y a un instant que c'est en fait le signe d'un monde qui s'écroule, ou en tout cas d'une page qui se tourne. Ça veut dire que, à vos yeux, en tant qu'observatrice, mais un peu actrice, puisque vous êtes en campagne, il n'y a pas d'autres solutions dans cette famille-là? Vous ne voyez pas de plan B? Il n'y a que des mauvaises solutions. Et ils sont aujourd'hui à devoir choisir la moins pire. Mais si c'était Juppé, ça serait une mauvaise solution, par exemple? C'est lui qui est arrivé second. Juppé lui-même a été condamné pour emploi fictif. Donc voyez-vous également vous récusez Alain Juppé comme solution, comme non, mais je veux dire, c'est bizarre de remplacer quelqu'un qui est soupçonné par quelqu'un qui a été condamné. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est les Français ne comprennent pas. Il a payé son dû à la justice. Non, mais c'est pas le sujet. Ce sont des faits. Et donc, comment François Fillon lui-même le prendrait? C'est ça la difficulté de cette affaire-là. Et un autre ne serait qu'un pis-aller. Et il n'oublie pas, François Fillon, et c'est ce qui fait qu'il est encore là, qu'il a été élu dans une primaire démocratique où 4 millions de Français ont participé, par plus de 40% par plus de 60% pardon, des électeurs de la droite et du centre. Donc à qui ça profite, en fait, compte tenu de cette campagne électorale qui a démarré? Je pense que ça fait du mal à tout le monde, parce que c'est toute la classe politique qui se retrouve vilipendée encore une fois, et même les bébés jetés. Et ça, vous le ressentez, vous, sur le terrain? Vous rencontrez beaucoup de maires ruraux, par exemple, etc. Vous le ressentez, là, en ce moment? C'est systématique, ce qui frappe considérablement, mais ça fait plusieurs mois que moi, je suis absolument choquée de voir que des maires ruraux, effectivement, gagnent entre 400 et 500 euros par mois d'indemnité, même s'ils ne font pas ça, ils vous le diront, pour des raisons de notoriété ou d'argent, qu'ils se démènent. Moi, j'en ai vu qui nettoyaient eux-mêmes les cimetières. J'en ai vu un autre qui a construit de ses propres mains les 2 logements sociaux de la commune. J'en vois qui sont 24 heures sur 24, qui se battent jusqu'à y laisser leur santé, dont le carburant n'est même pas remboursé. Et à côté de ça, vous avez des sommes à 6 chiffres. Vous comprenez tout ce que, en vous donnant cet exemple-là, ce que je veux dire, c'est que tous les hommes et femmes engagés dans la vie publique ne sont pas des corrompus, des profiteurs du système. Il y a sur le terrain des hommes et des femmes qui sont dans un engagement vous dites, totalement désintéressé. Faut pas jeter l'eau et le bébé avec l'eau du bain, quoi. C'est un peu ça que vous dites. Tout à fait. Parce que mais dites-moi, vous êtes candidate. C'est mauvais pour nous tous et pour la démocratie. Ramayad, vous êtes candidate à la présidentielle pour mettre fin à ce genre de problème?
Vous faites Je quoi pense demain qu'il y a- Vous faites quoi demain? Je pense que pour François Fillon lui-même, il solderait une partie, disons, la partie morale de l'affaire en proposant de rembourser les sommes. Et Mais tout pour en le étant pays, candidat, selon vous ou pas? c'est peut-être la seule chance qu'il a de l'être encore. Mais là, franchement, la relation... Consigner avec les Français sommes quelque part est en rompue. attendant que la justice Mais rende son verdict. Ce n'est pas tenable. Ce sont les sommes qui choquent, plus que la légalité ou l'illégalité de la situation. Et deuxième élément, cette fois pour l'ensemble de la démocratie, moi je pense qu'il faut interdire les emplois familiaux rémunérés. Interdire. Il faut les interdire, comme au Parlement européen. D'autres pays l'ont fait. Pourquoi pas la France? Ramayad, dans cette Leclerc. séquence, je reviens un peu à ma question, à qui ça profite au fond? Vous dites tout le monde trinque. Est-ce que Marine Le Pen n'est pas en train de se renforcer Là, en ce moment? elle a des affaires, elle aussi, aussi bien au personnel qu'au niveau des assistants parlementaires du Parlement européen, au niveau du Front National. Non, en fait, en votant pour elle, en croyant rejeter les partis par un vote Front National, en fait, on vote pour la caricature des partis politiques. Parce qu'entre la monarchie héréditaire que constitue le mode d'accession à la présidence du Front National, les affaires, nous sommes dans ce qu'il y a de pire dans le fonctionnement déviant des partis politiques. Et d'autre part, il faut quand même voir que l'OPA électorale qu'elle est en train d'effectuer sur la France, parce qu'il ne faut plus exclure, dans les circonstances dans lesquelles nous sommes, qu'elle puisse gagner la prochaine élection présidentielle. Moi, en tout cas, je ne l'exclus plus du tout. Mais tout cela est rendu possible par deux éléments. La démission des partis politiques, dont on voit actuellement l'inanité, et puis deuxièmement l'abstention. Et c'est une stratégie opportuniste qu'il apporte. Regardez comme elle gomme, comme si c'était un détail de son programme, la peine de mort, comme elle ratisse large. Donc elle est dans un monde où... Quand on regarde juste les chiffres des sondages, Ramayad, ça a l'air de profiter à Marine Le Pen, à Emmanuel Macron, mais pas à vous, on ne vous voit pas apparaître dans ces sondages. Moi, je ne suis pas dans la même séquence que... Je ne suis effectivement pas dans les sondages. Demandez à ceux qui les font. Mais vous voudriez y être? Pourquoi on teste ceux qui ne sont pas candidats comme François Bayrou et pourquoi moi je ne le suis pas? C'est un des mystères de la démocratie française. Vous leur avez posé la question au sondeur? Non, je n'aurais pas posé la question, mais c'est un des mystères de la démocratie française et qui choque les Français. Hein. Mais vous avez l'impression d'être maltraité dans cette campagne? Non, ils ont choisi leur candidat. Mais je vais vous dire une chose, je suis quelque part même soulagé qu'ils ne m'aient pas choisi parmi leurs favoris, parce qu'il vaut mieux être outsider. Les Français détestent les chouchous des sondages et j'ai la certitude de ce fait que je pourrais créer la surprise. Mais je voudrais plus largement suggérer qu'au-delà des affaires, nous puissions être en capacité, dans une démocratie malade, de passer à une démocratie plus collaborative. Les Français ne sont plus des sujets. Les Français ne sont pas des moutons. On ne peut pas avoir une aristocratie politique corrompue ou pas, et puis de l'autre côté, des Français qui subissent. Voyez, ils n'ont même pas encore voté que la vie politique en est déjà bouleversée. Ça signifie quoi? Ils veulent avoir leur mot à dire. Donc, il faut reconnaître le vote blanc. Il faut absolument que les Français puissent être inscrits automatiquement sur les listes électorales. Il faut que le cumul des mandats dans le temps soit démocratie durci. participative. Il faut absolument, mais il faut qu'il y ait une collaboration. On n'est plus à l'époque d'une monarchie et les Français veulent participer. Il faut un septennat non renouvelable pour éviter ces carrières qui expliquent ces systèmes qui s'installent. Et donc, par effectivement un septennat non renouvelable pour le président. Voilà, l'invité politique, vous l'avez compris, c'est Ramayad de Territoire d'Info ce matin. Dans l'actualité, 4 policiers mis en examen, l'un pour viol, les 3 autres pour violence volontaire en Réunion, lors de l'interpellation d'un jeune homme la semaine dernière à Aulnay-sous-Bois. La réaction du maire LR, la police est là pour protéger les citoyens, pas pour les humilier. Qu'en pensez-vous et qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, contre les violences policières? Quelles sont vos propositions? De quoi parle-t-on? On parle... disons les mots, de plaies longitudinales du canal anal. On parle de viol, on parle de suspension de policiers. C'est toute la jeunesse des quartiers populaires que la police a humiliée par cet acte infâme. Et je veux saluer vraiment la réaction du maire Bruno Béchiza, qui lui-même est un ancien policier, qui a restauré l'honneur des élus et de la police, d'une certaine manière, avec son ancien statut de policier, en disant ce qu'il a été crédible pour dire ça. Il a eu une réactivité qu'il faut saluer. Ce n'est pas le cas de tout le monde.
Et je pense même que son attitude a amené le parquet à renoncer à cette requalification honteuse qui était prévue à l'origine. On veut savoir. Attendez, c'est important. On veut savoir. Parce que tout ça, ça donne envie. Franchement, ça donne envie de chialer. Parce que l'impunité ne doit pas avoir cours dans une république comme la nôtre. Qu'est-ce que c'est que la république pour ces jeunes-là qui subissent l'humiliation de la part de ceux qui devraient les protéger? Parce que ce sont quand même des enfants de France. Quel message envoie-t-on à la jeunesse? C'est une exigence de vérité. Comment après vous allez leur parler des valeurs de la République? Alors justement, si vous êtes candidate à la présidentielle, qu'est-ce que vous faites concrètement pour lutter contre les violences policières? 89 cas de violences policières recensés l'an passé par les ONG en France. Mais ce mois-là de février, il y a un procès en cours concernant une affaire semblable. Donc, moi, je propose deux choses. Bon, d'abord, sur cette affaire, il faut une enquête vraiment impartiale, transparente, une justice qui soit claire. On ne cherche pas à cacher les choses, parce que tout le monde a vu. Là, c'est le cas. Vous trouvez qu'elle n'est pas claire là? Non, mais il a fallu... Attendez, vous avez vu en quelques heures comment on a cherché à requalifier ce que tout le monde a vu sur des vidéos et comment la réaction du maire a entraîné le parquet à changer de pied et le ministère de l'Intérieur à suspendre d'Air-chef les policiers. Ça n'a pas été le cas pour l'affaire Adama Traoré, pour lequel la population demande toujours justice. Et donc, il est important... Donc vous faites quoi? Qu'il n'y ait pas d'impunité. Deux choses qui sont finalement les symboles du renoncement, du double renoncement de la droite comme de la gauche, à savoir la restauration de la police de proximité d'une part, et d'autre part... Des moyens. Je vais détailler si vous voulez. D'autre part, l'acceptation de ce récépissé contre le faciès. Sur le premier point, c'est finalement une police de proximité, une police citoyenne, j'appellerais ça plutôt une police citoyenne, appuyée par une garde nationale citoyenne, en ce sens où, effectivement, pour compenser les problèmes de moyens, le système des voisins vigilants peut y être associé. Mais c'est important, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, depuis qu'on a supprimé cette police de proximité, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui interviennent, les policiers qui interviennent dans les quartiers populaires, sont des policiers extérieurs au quartier, qui interviennent donc ponctuellement, qui ne sont pas au quotidien en contact avec la population. Et donc, une police de proximité créerait des liens, permettrait une connaissance des quartiers et finalement une sorte de confiance qui serait restaurée entre les policiers. Ramayad, juste une question. Au fait, vous en êtes où de vos promesses de signature? Ça avance ou... Vous dites bien qu'il s'agit bien de promesses. Donc, j'en suis, j'avance au rythme que je souhaitais. C'est-à-dire, c'est difficile de donner des chiffres précis. Soyez plus explicite. Sur les promesses, vous pouvez nous donner un chiffre? J'en suis aux 2/3, un peu plus, sachant que il y a deux phénomènes en ce moment qu'on voit auprès des Très rapide, maires. il reste une minute. Le premier, c'est un dégoût par rapport aux affaires, donc beaucoup qui basculent auprès des candidats alternatifs que nous sommes, et puis d'autres qui sont dans l'attente que le paysage politique se clarifie. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que cette quête des parrainages aura été pour moi, parce que j'aurais été la seule à avoir fait ça, aura été pour moi quelque chose d'important parce que ces maires ruraux qui me parrainent seront parmi mes porte-paroles nationaux parce que je veux qu'ils viennent sur vos plateaux pour parler de ce qu'ils vivent sur le terrain. Pourquoi surtout en Picardie d'ailleurs? Je me suis aperçu que vous avez... Non, mais il y a des départements effectivement où le Front National est fort et où il y a une demande. Effectivement, et où la gauche et la droite sont absents. Et c'est le cas de la Picardie. Et puis d'autre part, juste un dernier point. Il reste quelques nous allons présenter des candidats indépendants aux législatives, parce que je suis une candidate indépendante et transpartie avec mon mouvement La France qui ose. Et parmi eux, il y aura un gros contingent de maires ruraux, parce que ce qu'ils vivent sur le terrain méritent d'être connus de la population. Je vais vous faire dire un mot sur Donald Trump, avec les décrets anti-immigrants aux États-Unis sur ces 7 pays musulmans donc concernés, avec une possibilité que les choses soient inversées. Donald Trump, je pense qu'il faut qu'on parle à Donald Trump. C'est-à-dire qu'on change de pied. Les manifestations, les... Vous voulez que l'Europe parle à Donald Trump? Oui, c'est urgent. C'est-à-dire on ne peut pas continuer à lister la liste de nos désaccords en permanence. On sait, il ne nous plaît pas, mais il a été élu par les Américains pour 4 ans. On a les dossiers sur la table, dont ce décret, mais aussi la Syrie, l'Irak, etc. Donc il faut travailler avec Donald Trump. Au débrief de vos propos, Ramayad. Merci. Dans un instant.
Voilà, c'est Ramayad, candidate à l'élection présidentielle, qui était l'invité de Territoire d'Info ce matin, l'invité politique. Et j'accueille pour débriefer ses propos Jérôme Cordelier, le rédacteur en chef local des éditions locales du Point. Bonjour Jérôme, merci. Bonjour Cyril. Nous. Et je réaccueille Jean-Michel Elvig, qui était avec nous dans la première partie de cette matinale et qui est éditorialiste à la République des Pyrénées. Rebonjour. Rebonjour. On démarre par, si vous voulez bien, ce qu'a dit Ramayad sur les violences policières. Jean-Michel Elvig, c'était la dernière partie de l'interview. Elle dit qu'au fond, le maire, les Républicains, a dit les belles choses, les bonnes choses, ce qu'il fallait dire, comme avec son statut de maire, mais aussi avec son statut de policier, d'ex-policier. Oui, enfin, ce qu'elle dit sur ces diverses affaires là de Aulnay et du Val d'Oise, Traoré. Je rappelle que les policiers ont été mis en examen, l'un pour viol et les trois autres. Ce qu'elle dit est tout à fait juste. Pour violence volontaire. Avisé, donc il n'y a pas de critique particulière à lui faire là-dessus. Voilà, toute la question aussi, c'est après, dans quelle mesure on inscrit ça dans un projet plus global, dans un projet présidentiel plus global, et qui soit, pour ce qui est en tous les cas de ses propositions, qui la distingue d'autres. Pour le moment, beaucoup d'autres candidats disent la même chose qu'elle. Alors, sur la politique, elle est revenue évidemment sur les ennuis que connaît François Fillon. Et elle pense que François Fillon doit se retirer. Voilà. Et dans la deuxième partie de l'interview, un peu plus modérée, elle a dit que François Fillon devait consigner ses sommes. Jérôme Cordelier, pour en répondre devant les Français. Oui, parce que bon, le retrait, s'il y a retrait de François Fillon, c'est beaucoup plus compliqué que ça paraît. C'est pas une question uniquement politique, c'est aussi une question d'organisation, de structure et une question financière, puisque vous savez que chaque participant à la primaire, enfin chaque électeur à la primaire de la droite a donné 2 € et tout ça est parti dans une caisse, mais c'est pas la caisse des Républicains, c'est la caisse de... Mais en consignant ces sommes, pour revenir à ce qu'a dit Ramayad, oui. François Fillon a une chance de s'en sortir aux yeux des Français. Écoutez, là, j'avoue que moi, j'ai du mal à donner une explication à ça, parce que d'une certaine manière, François Fillon est légitime dans ce qu'il dit, hein, c'est-à-dire qu'il a reçu le suffrage des électeurs. Donc pour l'instant... je parle dans sa défense à lui, hein, c'est-à-dire est-ce qu'il doit succomber, si on peut dire, à une pression médiatique, parce que pour l'instant c'est une pression médiatique très très forte, hein, faut quand même, il y a une mise à mort, ça c'est la réalité. Et ensuite, pour l'instant, c'est vrai que les ténors de sa famille politique font bloc derrière lui, quoi, hein. Donc pour l'instant, il y a très très peu de voix. Ramayad n'a pas fait bloc derrière lui ce matin, Jean-Michel Elvig. Non, c'est moi, puisqu'elle est candidate, elle aurait tort de s'en priver. Je pense que... Elle a été sa ministre, hein, oui. Mais sur la question du plan B, il y a une difficulté fonctionnelle, organisationnelle, comme vous... Troisième point, pardon, que je n'ai pas abordé, c'est le problème du plan B. Hein, absolument. Donc il y a une difficulté fonctionnelle, organisationnelle, il y a une difficulté personnelle, parce qu'encore faudrait-il qu'un candidat de substitution s'impose à tous les autres, et quand on connaît les rivalités à droite, c'est pas évident. Mais à moins de 80 jours de oui, l'échéance. Mais il y a quand même un problème politique de fond, c'est que quelqu'un qui va remplacer François Fillon, admettons, hypothèse d'école, hein, que François Fillon dise voilà, je souhaite qu'un tel soit candidat. Encore faut-il que ce candidat soit exactement dans la ligne défendue. On parle de Alain Juppé. D'accord, les sondages disent Alain Juppé, à son mais compte les propositions de François Fillon, qu'il a combattu pendant la primaire. Il y a un problème. Ça serait vrai aussi pour un sarkozyste. Jérôme Cordelier. Ah, mais moi je pense que vraiment il y a beaucoup de problèmes. C'est une affaire gigogne, hein, si on peut dire. C'est pas aussi simple que ça. Et encore une fois, les ténors de la famille politique, pour l'instant, font bloc. C'est pas Georges Fenech ou quelques parlementaires inconnus, hein, faut quand même le dire, qui montent au créneau pour dire qu'il faut qu'ils se retirent. Pour l'instant, il n'y a pas de grande voix de l'opposition qui a dit il faut qu'il se retire. Ça deviendra compliqué si vous avez voilà, quelques barons qui montent au créneau fortement. Alors on sait qu'en coulisses, évidemment, il y a beaucoup de tractations qui se passent et qu'il y a une pression. Mais voilà, pour l'instant, voilà, la semaine va être décisive. Il repart à l'offensive. On va voir ce qui se passe.
Ça rappelle une formule qui avait été utilisée dans d'autres circonstances. Le premier qui dégaine est mort. Donc c'est pour ça que chacun reste un peu l'arme dans la poche. Mais de fait, le seul renoncement, le renoncement ne peut venir que de Fillon, que de François Fillon. Alors c'est lui qui a la clé. Voilà, c'est lui qui a la clé. Alors on parle, c'est une idée comme ça qui court. Il pourrait consigner les sommes. Alors consigner, c'est assez curieux comme formule. En attendant que la justice soit rendue. Oui, non, mais ce qui est curieux quand même, c'est que c'est des sommes, après tout, elles ont déjà été dépensées. Donc ça veut dire qu'il a 1 million d'euros à pouvoir mettre chez un huissier. Bon, ça il peut emprunter ces sommes. Il peut emprunter ses sommes, mais enfin, ça fait donc d'une certaine façon, c'est quand même reconnaître aussi. C'était vrai aussi pour le remboursement, mais c'est également vrai pour la consignation. C'est reconnaître que quand même il y avait un sérieux problème. Mais enfin, c'est le jugement moral là qui est en jeu. C'est pas le pour François Fillon. Oui, c'est le jugement moral des Français. Le jugement moral, c'est que voilà quelqu'un qui demande, qui veut demander des sacrifices aux Français et qui ne s'est pas appliqué beaucoup de sacrifices jusque-là. Alors est-ce que le fait de consigner de l'argent, d'emprunter de l'argent va être considéré comme un sacrifice? À mon avis, c'est un peu compliqué. On va revenir à Ramayad, qui était l'invité de Territoire d'Info ce matin. Jérôme Cordelier, quel rôle peut-elle jouer dans cette campagne présidentielle? Puisqu'on a compris, elle n'est pas passée par les primaires, elle y va directement. Qu'est-ce qu'elle peut apporter de plus, Ramayad? Écoutez, d'abord, moi, il se trouve dans Le Point, on avait publié son programme à l'origine. Donc, je me suis penché fortement sur son programme. Et c'est intéressant, il y a des idées intéressantes, il y a des idées innovantes sur le numérique, sur la sécurité, elle aussi, des choses comme ça. Et donc là, elle sillonne, elle joue un peu les maires ruraux, elle l'a dit. Donc voilà, son but, c'est clair, son but, c'est d'avoir les 500 signatures. Une fois qu'elle a 500 c'est pas gagné, elle a dit elle-même. C'est pas gagné. Mais si vous voulez, elle a des idées, elle a une aura médiatique, elle fait son sillon. Le problème, c'est que pour l'instant, elle met tout ça au service d'elle-même, quoi. Donc il faudrait aussi qu'elle partage un peu plus, quoi. Voilà, dans sa famille politique, je veux dire. Ça, c'est le talon d'Achille de Ramayad, il est là, quoi. Jean-Michel Elvig. Oui, ça c'est le problème de l'hyper-présidentialisation de la vie politique française, d'une certaine façon. Si vous voulez peser, les sondeurs, vous avez vu. Si vous voulez peser, mais c'est vrai aussi pour les primaires, si vous voulez peser, il faut vous présenter. Elle a stigmatisé les sondeurs. Elle a dit qu'elle n'était même pas comptabilisée. On ne pose même pas la question sur Ramayad dans les sondages. On ne va pas rentrer dans les détails. Je ne suis pas sûr qu'en l'état actuel, elle ait intérêt non plus à être sondée. Parce que si elle a mais elle dit des choses vraies. Elle dit François Bayrou, lui, n'est pas candidat et on le sonde. Et moi, je le suis et on ne me sonde pas. C'est un bon argument. Oui, enfin, il a déjà été candidat 3 fois, donc il représente quand même un courant déjà repéré dans la vie politique française et les chefs de parti. Donc vous trouvez que cet argument n'est pas valable? Oui, non, mais il n'est pas valable. Je ne me permettrai pas de dire qu'il est valable ou pas. Je veux dire que il est discutable. Ce qui me frappe chez elle, c'est... Bon, je ne voudrais pas avoir l'air de paraître un rabatteur pour Emmanuel Macron, mais c'est typiquement le genre de personne qui, ralliée à Macron, pourrait jouer un rôle très éminent. Alors, mais évidemment, peut-être en numéro 2, numéro 2. Vous voyez rallier à Macron, mais vous la voyez rallier dans ce qu'elle dit, on sent que ce n'est pas très éloigné. Comme les choses vont vite actuellement, on peut avoir quelques surprises dans les prochains jours. Merci Jérôme Cordelier. Mais elle a le droit de se présenter, c'est pas pour lui contester ce droit. Merci Jean-Michel Elvig, éditorialiste à La République des Pyrénées. On passe au zapping, le premier zapping politique des matinales d'info qu'on regarde tous les trois ensemble. Et avec vous. Je pense que c'est une femme très digne, une mère de famille très respectable, qui manifestement est plus victime d'un dispositif qu'elle ignorait manifestement. La vérité, qui peut la donner? Est-ce que c'est Fillon? Est-ce que c'est les médias? Est-ce que c'est les concurrents? Est-ce que c'est l'opinion? Qu'est-ce qui peut donner? Il n'y a que 2 vérités. La vérité, d'abord du droit, c'est la justice. Est-ce qu'il faut qu'il se retire pour que ça ne rejaillisse pas sur la totalité de la classe politique française? Les Français pensent, et je pense comme eux, qu'il n'a pas d'autre solution que celle-là pour retrouver un débat qui soit à la hauteur. Comment on fait si on est pollué par cette affaire Fillon en permanence? Donc je pense qu'il est plutôt sain qu'il suive les conseils de beaucoup de ses amis et qu'il se retire. Aujourd'hui, ce qui s'installe dans notre pays, c'est une lèpre démocratique. C'est la défiance, mes amis. Plutôt que de vous contenter d'un plan B qui sera forcément un consensus mou obtenu entre les différents grands courants contradictoires des Républicains, tournez-vous vers le plan M, le plan Marine, puisque vous avez là une candidate qui va répondre de toute façon à toutes vos attentes. Anne-Lémine, j'ai vu des femmes et des hommes. Vous savez, ils ne m'ont pas demandé le revenu universel. Ils l'ont. Ça s'appelle le RSA. On les voit, les jeunes guépards.
les créatures du système que une habile manipulation transforme soudain, par la grâce peut-être. Emmanuel Macron, c'est le culte de la personnalité. C'est, comme il le dit, le guide. Je lui trouve un talent extraordinaire de télévangéliste. Et vous êtes, me dit-on, 8000 personnes dehors. Une autre salle. 4000 selon la police. Vous pourrez dire, j'étais là. Au premier plan, Christiane Taubira, figure de la gauche, un soutien de poids pour Benoît Hamon. Arnaud Montebourg et Vincent Peillon sont aussi là. Parmi les absents, Manuel Valls. Et vous, Ségolène Royal, vous n'y êtes pas. Pourquoi? Parce que je suis avec vous. Pas mais si. Non, c'est pas suffisant. Mais si, je suis avec vous. D'abord, il ne me l'a pas demandé. Notre contre-modèle, c'est aussi Emmanuel Macron, qui évidemment, il paraît qu'il est là d'ailleurs, en ce moment même. Il fait comme Mélenchon, partout où on passe, il vient. C'est son côté Macronchon. Pour que l'illusion soit parfaite, tout est calé au millimètre. À Lyon, Jean-Luc Mélenchon dispose d'un espace de 4 mètres carrés, pas plus, pour se déplacer, sous peine de disparaître, comme ici son bras. Notre temps est venu et notre volonté est en marche. Vive la République! Vive la France! Alors où suis-je? À Lyon et maintenant à Paris. Voilà, nous ne sommes pas encore en hologramme, mais on se retrouve demain matin pour une matinale d'info à la même heure, à 7h30. Bonne journée. Politique Matin, présenté par Brigitte Boucher, dans un instant. La séance est ouverte. Les fichiers de police doivent faire l'objet d'une loi. Amendement, débat, adoption, vote. Nous sommes tous attachés à la liberté de circulation des travailleurs européens. Il faut imaginer des solutions plus exhaustives et plus modernes. Suivez toutes les séances parlementaires de l'Assemblée nationale, aujourd'hui à 9h30.